Rajasthan, les femmes hindoues vivaient autrefois librement. Un jour, un voile a recouvert leur visage et on a bâti autour d'elles des façades à peine ajourées. Le Rajasthan est l'un des États de l'Union indienne, situé au nord-ouest, à la frontière avec le Pakistan. Il a été constitué par la fédération de nombreux États princiers, dont les plus célèbres sont Udaipur, Jaipur, Dungarpur, Jodhpur ou encore Jaisalmer. Le cinéaste indien Satyajit Ray, inspiré par ce pays mystérieux, en disait « J'ai vu des palais et des havelis en marbre et en pierre, parfois massifs, parfois aériens, tous ornés de fines sculptures. J'ai vu des fresques sur les façades des maisons, dont les couleurs et le coup de pinceau sont d'une envergure et d'une gaieté éblouissante. Et bien sûr, il y a les femmes, et cela vaut pour tout le Rajasthan. Des femmes sorties tout droit des miniatures, vêtues de rouge, de vert et de jaune éclatant, dont la démarche gracieuse ferait pâlir d'envie une reine et qui colore d'une note joyeuse le plus morne des paysages. Vêtues de leurs plus beaux saris et parées de bijoux, les femmes célèbrent aujourd'hui Gangor. Elles portent en procession des statues de la déesse Gauri, la très belle, épouse du dieu Shiva et protectrice des femmes. C'est la divinité de la fertilité et des moissons. Durant 18 jours, les jeunes filles invoquent la déesse afin qu'elle leur accorde un bon époux, et les femmes mariées lui demandent de veiller sur le bonheur de leur foyer. Udaipur est une ville du nord du Rajasthan, qu'on appelait autrefois le Rajputana, et qui signifie l'empire des fils du roi. En effet, la légende veut que les Rajputs soient les descendants du dieu Rama. Le Rajasthan est devenu par excellence la terre des Maharajas, dont la puissance et la richesse n'ont cessé d'éblouir et de fasciner l'Occident. Les fortunes fabuleuses de ces princes du désert ont longtemps intrigué, et leur mode de vie suscite encore de nombreuses interrogations. Lakshmi Lal Sharma est journaliste et historien. Il s'intéresse aux femmes qui vivaient dans la cour de ces princes. Il a aujourd'hui rendez-vous avec son maître d'études, son gourou, M. Krishnawan, afin de poursuivre ses recherches. Le Zenana d'Udaipur a été, dès sa construction, divisé en deux parties bien séparées. L'une réservée aux hommes et l'autre aux femmes, où personne ne pouvait entrer. Une surveillante appelée la Badaran veillait sur les Maharani, les épouses du prince. Elle était assistée dans sa charge par un gardien, le Sardor, ainsi que par des eunuques. Dans ces palais demeuraient également des maîtresses et des concubines, qui étaient aussi très respectées. Elle vivait avec les Maharani, mais ne pouvait rien faire sans l'autorisation de la Badaran, qui avait beaucoup de pouvoir. Badaran veut dire en quelque sorte l'aînée des reines, mais à la différence des princesses, cette reine pouvait être originaire d'une famille modeste. À l'intérieur du Zenana, tout était rythmé par la musique et la danse. Les Maharani s'intéressaient à la musique et très souvent des chanteuses extérieures au palais étaient invitées pour les fêtes. Il y avait même des prostituées danseuses. Depuis 2 ans, j'ai étudié avec mon maître l'histoire de mon pays. Il m'a appris l'histoire avant et après l'invasion moghole. J'ai décidé de parcourir le Rajasthan et de rencontrer des princes pour savoir comment les femmes d'aujourd'hui vivent dans les purdas.
Harem au Moyen-Orient, Purda ou Zenana en Inde, le mot change, pourtant, il désigne invariablement le quartier réservé aux femmes. Elles y vivent voilées, recluses et soumises, destinées à servir et satisfaire le prince, leur maître. Au temps féodal, les paysans travaillaient la terre qui était la propriété des seigneurs. De nombreuses jeunes paysannes étaient requises comme servantes au palais. Les plus belles d'entre elles accédaient parfois au rang de concubines. Pour le Maharaja, peu importait l'origine sociale des femmes qui peuplaient le Purda. Seule comptait leur beauté. Aujourd'hui, les Purdas ont pratiquement disparu du Rajasthan. Cependant, dans les campagnes reculées, quelques-uns subsistent encore, mais leur taille est bien moindre, et les Maharajas ont cédé la place aux Thakur, les petits seigneurs locaux. D'après les recherches entreprises par Lakshmi, le Purda de Kejarla est typique par sa taille et son fonctionnement des derniers harems de la région. C'est pourquoi il décide de commencer son voyage d'études par là. À l'écart, dans l'une des ailes du fort, on devine une légère agitation. Les femmes se pressent à l'ombre des djalis, ces écrans de pierre ajourés. Derrière ces loges saillantes, les épouses, les concubines et les filles du seigneur observent et commentent l'arrivée des visiteurs. Elles sont ici à l'abri des regards masculins. Voir sans être vues, pas même entreaperçues, telle est la règle du Purda. À l'occasion de Diwali, la fête des Lumières, Lakshmi s'est fait inviter au château de Kejarla. Il lui a fallu déployer des trésors de persuasion pour obtenir une telle faveur, car il n'a pas caché son désir de visiter le Purda. En ce matin de jour de fête, les hommes du peuple viennent se prosterner, comme le veut la coutume, aux pieds de Durga Dasbati, le seigneur de Kejarla. Caste par caste, ils arrivent à dos de chameau ou à pied. À l'occasion de cette réunion, un précepteur conte le récit des hauts faits dans lesquels se sont illustrés les seigneurs du royaume. Il évoque aussi le Ramayana, l'histoire de la mythologie hindoue. Les invités s'installent par ordre hiérarchique autour du seigneur et reçoivent de sa main des pincées d'opium. Bien que sa consommation soit officiellement interdite en Inde, l'opium est régulièrement bu ou fumé et les bidis, fines cigarettes indiennes, généreusement distribuées. Toutes les cérémonies commencent par ce rituel du partage. Le son monte par les coursives jusqu'aux appartements des femmes. C'est ainsi qu'elles reçoivent, comme autrefois, l'instruction due à leur rang. Pendant la cérémonie, les femmes et les jeunes filles du palais sont elles aussi réunies. Cette occasion rompt avec la monotonie des journées qu'elles consacrent en grande partie au maquillage, au massage et à l'habillement pour s'embellir et séduire. Pour se distraire, mais aussi dans le but d'ensorceler leur maître, les femmes ont toujours dansé à l'intérieur des Purdas. La danse est un rituel journalier en Inde. Sacrée à l'origine, elle s'est transformée en divertissement. De rythmée et rigoureuse, elle peut devenir langoureuse et lascive. Les courtisanes l'ont toujours pratiquée assidûment. Elles en ont fait un atour prisé jusqu'à la déraison par les princes. Le tintement de cloche prévient les recluses de la présence d'un étranger au sein du zenana.
Il leur intime de se cacher ou au moins de voiler leur visage. Aucun homme ne peut pénétrer ici, hormis le Seigneur et quelques rares élus. Aujourd'hui encore, dans les derniers harems, les femmes sont inapprochables, maintenues à l'écart au bout d'un dédale d'escaliers, de corniches et de coursives. Lakshmi a pourtant réussi à obtenir du Thakur l'autorisation de leur rendre visite. Un unique accès, surveillé autrefois par des eunuques, mène à elle. Il est situé au fond de la citadelle. Lakshmi suit le frère du Thakur, qui l'accompagne tout au long de sa visite. Pour lui, ces femmes sont le symbole d'un mystère fantastique dont l'existence a fasciné des générations d'hommes. Au Rajasthan, le purda fait partie des traditions. Pouvez-vous m'expliquer quelle était la vie à l'intérieur du zenana? मामा घूमटा काटता तो आपने अच्छा लगता उठे मैं तो खेत में देख लिया बचपन में तो बड़े खेल लिया बस वैसे याद है बाग में जान खेल Ma mère dit qu'elle a vécu voilée toute sa vie. Ça ne la dérange pas, parce qu'elle a toujours vu les autres femmes en faire autant. Elle s'est habituée et préfère que ce soit ainsi. Le fait de couvrir son visage et toute la vie qui va avec. Elle pense que ces traditions doivent perdurer aujourd'hui. Quand elle retourne en visite dans son village, elle suit les coutumes ancestrales. Les gens sont satisfaits. Ils préfèrent que cela reste ainsi. Pour ma part, c'est différent. Je n'ai pas connu cette vie-là, toutes ces règles. Ma mère, par exemple, ne pouvait pas parler à son mari avant le soir. Il ne venait au purda que le soir, parce que c'était mal vu de venir le jour. Quoi qu'elle ait à lui dire, ma mère devait attendre le soir pour lui parler. Et chaque matin, il était censé quitter le purda. Pour nous, les choses sont différentes. On entre et on sort quand on veut. On n'a pas vécu ce qu'elles ont vécu. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Maintenant, on part étudier à l'extérieur, mais le système des purdas existe toujours. Ils n'ont pas disparu. Les derniers harems regroupent un nombre relativement restreint de femmes si on les compare à ceux d'autrefois. Dans les plus grands, vivaient en effet plus de 1500 recluses. La taille du purda déterminait alors la stature du prince. Lors des réjouissances de Diwali, les hindous effectuent leur puja, leur prière quotidienne, avec encore plus de ferveur que d'habitude. Il faut dire que Diwali, la fête des Lumières, est la plus féerique et la plus poétique des fêtes indiennes. Diwali a lieu à l'automne et, d'après la légende, célèbre le retour de Rama dans son royaume après sa victoire sur le démon qui ravageait l'Inde. Cet événement symbolise le triomphe du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres et marque le passage au nouvel an hindou. Le soir de la pleine lune, des milliers de petites lampes à huile sont allumées et déposées dans les temples, mais aussi à l'entrée des maisons, dans les intérieurs, sur le rebord des fenêtres et sur les terrasses. Elles chassent les mauvais esprits et les forces destructrices. La fête s'étend bien au-delà du palais. Au Rajasthan et dans toute l'Inde, villes et villages se métamorphosent. La gaieté s'affiche dans les rues et à l'intérieur des maisons. Il règne partout une grande animation. Les myriades de bougies donnent lieu à une véritable féerie nocturne. Comme un peu partout, la nuit s'achève par un feu de Bengale. Pour Lakshmi, la visite du purda de Kejarla a été exceptionnelle. D'abord parce qu'aucun étranger n'est autorisé à y pénétrer,
et aussi parce qu'il a pu se rendre compte que les règles qui le régissent sont plus souples aujourd'hui. Sur la route qui l'emmène à Dungarpur, Lakshmi découvre en pleine campagne le temple de Nagda, un site symbolique voué au culte de la femme. Ce monument fait partie des innombrables lieux sacrés très anciens qui parsèment l'Inde. La fonction de ce temple était d'enseigner l'art d'aimer et les villageois des environs lui rendaient de nombreuses visites. Dans l'hindouisme, la femme était l'égale de l'homme. Les bas-reliefs et les différentes sculptures rendent hommage à son exquise féminité, la perfection de son corps, l'harmonie de ses mouvements, le charme de ses expressions. Ce temple a été bâti par Navaditi au 9e ou au 10e siècle. Il a été partiellement détruit par les musulmans qui ne supportaient pas de voir ces représentations de femmes telles qu'elles vivaient dans l'Inde traditionnelle. Par exemple, regardez les habits des femmes. Elles avaient coutume de porter des saris, appelés dhotis. Parfois, les dhotis étaient transparents. On voit bien ici les courbures du corps. Et le reste, le buste, était complètement dénudé. Ces tenues étaient courantes jusqu'au XIIIe et XIVe siècle. Les Maharanis et les princesses avaient alors l'habitude de siéger aux côtés des rois. Mais quand les envahisseurs mongols sont venus d'Asie centrale, ils ont appliqué la coutume musulmane. Ils ont caché les femmes derrière des étoffes et les ont enfermées pour que personne ne puisse les voir. Le port du voile s'est généralisé pour protéger les femmes hindoues, car les Mongols ont commencé à les kidnapper. Leur grande beauté et leur parure les fascinaient. Elles leur paraissaient différentes des femmes musulmanes. Avant l'invasion, le Rajasthan était constitué de centaines de royaumes et de principautés de toute taille. Les Maharajas avaient construit de gigantesques complexes fortifiés, car ils se querellaient inlassablement, plus souvent pour des questions d'honneur que de richesse ou de pouvoir. Leur courage et leur qualité guerrière étaient légendaires. Leurs nombreux faits d'armes ont marqué les pages de l'histoire et inspiré de nombreuses peintures. À partir du XIIIe siècle, les musulmans moghols, originaires d'Asie centrale, ont envahi le nord de l'Inde en invoquant le djihad, la guerre sainte. Ils ont su profiter des querelles intestines qui divisaient les clans hindous pour se tailler un empire. La conquête atteint son apogée au XVIe siècle. L'Inde est alors sous le joug des grands moghols. Ces empereurs, esthètes et mécènes, donnent alors naissance à une civilisation marquée par l'opulence et le raffinement. Le Rajasthan a été le bastion de la résistance hindoue, mais il n'a pas pu s'affranchir de l'influence musulmane. Les purdas apparaissent et le mot prend deux significations distinctes. Il désigne les harems qui se construisent au fil des victoires mogholes, quand le vainqueur épousait les princesses rajpoutes des familles défaites. Il désigne aussi, pour l'ensemble des femmes, le voile qu'elles portent pour se cacher des conquérants. Poursuivant son périple, Lakshmi arrive au château de Dungarpur. Cet imposant palais est aujourd'hui déserté, mais son zenana a abrité autrefois des centaines de femmes. Il est représentatif de la grande époque des empereurs musulmans. Les ancêtres du Maharaja Harshvardhan Singh, le propriétaire des lieux qui accueillent Lakshmi, avaient adopté l'art de vivre moghol. Cette influence se traduit dans l'architecture du palais, éclectique et originale. Ce palais a été construit en 1860 par mon arrière-arrière-arrière-grand-père, Gizinghi II. Il était féru d'art et d'architecture. Ces autres ailes ont été bâties par mon grand-père dans les années 40. Jusque-là, il y avait une passerelle qui reliait le centre de la tour. Mon grand-père a fait des travaux pour créer un ensemble symétrique. À cette époque, il vivait dans le vieux palais
et la tour était utilisée comme un lieu de villégiature pour le week-end. Des fontaines ruisselaient tout autour. Avec les caractéristiques dômes bulbeux qui évoquent les coupoles de Samarcande, les Moghols ont apporté un style nouveau, monumental et majestueux, et marqué l'architecture rajasthanie d'une empreinte indélébile. Voici le vieux palais qu'on appelle Junamer. On accède ici à l'entrée principale. Ce palais a été construit sur une période de 500 ans, du XIIIe au XVIIIe siècle. Chaque génération a construit un étage. Mes ancêtres y ont vécu jusqu'en 1910. Et en 1910, mon arrière-grand-père a été le premier à aller vivre dans le palais d'été. Recluses, les femmes du Pourda étaient oisives et occupaient la majeure partie de leur temps à intriguer pour obtenir les faveurs du Maharaja. Les eunuques, chargés de leur sécurité, informaient le maître des rumeurs ou de toute pratique suspecte. On craignait ses représailles car, en maître des lieux, il avait droit de vie ou de mort sur ces femmes. Ce lieu clos renfermait des centaines d'yeux et d'oreilles. On pouvait y être empoisonné pour avoir vu quelque chose que l'on ne devait pas. Les eunuques et la Badaran constituaient la clé de voûte de ce monde étouffant, car eux seuls étaient en contact avec l'extérieur. Ils marchandaient la drogue et pouvaient faire pénétrer des hommes à l'intérieur du Pourda, bien sûr à l'insu de leur maître et au risque de leur vie. Mais dans ces palais peuplés de femmes, il arrivait plus souvent que les recluses nouent entre elles des liens intimes qui venaient combler la solitude liée à l'enfermement. Les Maharajas avaient en commun des passions impérieuses, la guerre, les bijoux et la chasse. Rudyard Kipling écrivait d'eux qu'ils avaient été créés par la Providence afin de pourvoir le monde en décors pittoresques, en histoires de tigres et en spectacles grandioses. Mais ils étaient par-dessus tout des esthètes, ardents amateurs de beauté féminine. This is the room. Is one of the part of. C'est dans cette pièce que se déroulaient la plupart des audiences privées. Ce salon est un lieu mythique. C'est comme dans un rêve. On peut dire que c'est le paradis. Dans l'Inde d'autrefois, les rois se battaient sans cesse pour avoir les plus belles femmes, les plus belles danseuses ou les meilleures musiciennes. Parfois, les Maharajas invitaient leurs plus proches amis et demandaient aux danseuses de les séduire par leur numéro. Les participants étaient assis là et regardaient avec avidité les plus belles femmes se mouvoir. Les danseuses s'offraient au prince et depuis, ici, l'imagination des hommes vagabonde. Cette pièce est appelée Sis Mahal. Elle est entièrement tapissée de miroirs et digne d'un rêve. Dans chaque palais du Rajasthan, on trouve des Sis Mahal. Son accès était interdit aux sœurs des princes et à leurs filles. Seules les épouses et les concubines y étaient admises. Lorsqu'elles marchaient au centre de la pièce, on pouvait entrevoir leurs jambes qui apparaissaient totalement dénudées. C'était très romantique. Cette pièce est remplie de très belles peintures. Elles illustrent le passé des princes de Dungarpur. À l'image des souverains orientaux, les Maharajas ont encouragé les arts. Ils ont permis la création d'écoles de miniatures renommées. Dans cette pièce réservée aux femmes, on trouve quelque chose de surprenant.
À l'intérieur de ce placard, vous pouvez voir de très belles illustrations des différentes positions du Kama Sutra. Cela donnait aux femmes une éducation sur l'art de faire l'amour, parce qu'autrefois, les femmes ne recevaient aucune information dans ce domaine de leur père ou de leur mère. C'était la même chose dans tous les palais. On trouvait de telles peintures dans les salles réservées aux bains. Elles étaient cachées des regards. Grâce à ces peintures du Kama Sutra, les jeunes filles bénéficiaient d'une éducation sexuelle. Nous estimons dans la philosophie indienne que faire l'amour est comme une sorte de méditation. L'acte charnel est considéré ainsi en Inde, car comme la personne qui médite, celle qui fait l'amour n'apprend rien, ne pense plus, renaît simplement au monde. C'est la même chose dans la méditation. Le Kama Sutra enseigne l'art d'aimer. C'est une philosophie de vie dans laquelle la jouissance n'est qu'un aspect. Les femmes qui sont destinées à vivre dans un purda doivent apprendre l'art de séduire pour faire naître l'affection de leur prince et la faire durer. Elles doivent développer de multiples talents comme le chant, la musique, le dessin, l'art de préparer des onguents ou des plats cuisinés. La danse est l'une des composantes essentielles de cet apprentissage et les jeunes filles s'y consacrent dès leur plus jeune âge. Pour les hindous, il existe une puissance inhérente à tout être qui tend à le faire respirer, se mouvoir, danser. Cette puissance, dont l'essence est divine, est à l'origine de la vie. C'est pourquoi en Inde, la danse est sacrée. Jodhpur, la ville bleue, émerge du désert or et fauve du Thar. Avec les villes de Jaisalmer et Bikaner, Jodhpur forme ce que l'on appelle communément le triangle du désert. Aujourd'hui, on prépare Holi, la fête la plus surprenante d'entre toutes, qui célèbre l'arrivée du printemps. C'est aussi la fête de la joie de vivre et des couleurs. Elle se déroule toujours dans un climat de liesse populaire. Nous sommes au fort Chanwa Luni, l'un des plus somptueux palais de Jodhpur. Comme le veut la tradition, à l'intérieur du palais, hommes et femmes sont séparés. Durant plusieurs jours, ils fêtent comme partout dans les villes et les villages le retour des beaux jours et la fertilité. Dans l'Inde des castes et des classes, la promiscuité sociale est inhabituelle. Mais pour Holi, la population et les proches du palais se joignent aux familles princières. Les habitants de la ville et des environs
viennent rendre hommage à la famille royale de Jodhpur. La Maharani Madhu Devi reçoit les femmes venues parfois de loin pour la saluer. Les villageoises lui présentent leurs enfants et profitent de cette occasion unique dans l'année pour échanger quelques mots avec elle. Elles attirent l'attention de la Maharani sur leurs difficultés quotidiennes et prennent des nouvelles de la famille royale avec une sollicitude empreinte de respect. Suivant la coutume, les hommes se retrouvent entre eux. Lakshmi a choisi de s'intéresser au palais de Jodhpur afin de comprendre pourquoi les Purdas ont aujourd'hui disparu des villes. Il souhaite profiter de son amitié avec le Maharaja pour obtenir une audience exceptionnelle de la Maharani et la questionner sur ce qu'était la vie autrefois dans un Purda princier. L'assemblée qui se tient aujourd'hui pour Holi ressemble aux innombrables assemblées qui eurent lieu jadis. Les hommes se tiennent dignement, leur tête ceinte de lourds turbans. C'est le couvre-chef traditionnel des Rajpouts. Sa longueur peut atteindre 18 mètres. Il porte une moustache martiale, symbole de virilité, et fume le narguilé. Depuis l'indépendance de l'Inde en 1947 et l'instauration de la démocratie, les seigneurs du Rajasthan ne disposent plus des pouvoirs d'antan. Les privilèges qu'ils avaient pu conserver en s'alliant à la couronne britannique au début du XIXe siècle ont depuis été abolis. Beaucoup résident dans leurs anciens fiefs et contribuent au développement de la région. Ils continuent à stimuler l'économie locale et veillent au bien-être de leurs sujets. D'une manière générale, si les seigneurs n'ont plus de réel pouvoir, ils jouent encore, comme Rajveer Singh, l'un des Maharajas de Jodhpur, un rôle symbolique. Ils s'enquièrent des doléances du peuple et les transmettent au pouvoir politique. Ce sont les garants de l'équilibre social. Ils symbolisent aussi la coexistence pacifique entre les différentes communautés. Pour Holi, les hommes sont exceptionnellement vêtus de blanc, symbole de deuil. On saupoudre sur eux des couleurs qui sont censées les faire renaître à la vie et à l'amour. Au palais de Jodhpur, le Purda n'existe plus en tant que tel. Les filles du Maharaja et les femmes de la famille se tiennent simplement à l'écart à l'occasion des grandes fêtes, par respect des coutumes, mais elles sont libres. La Maharani Madhu Devi, elle, a connu le temps récent où les règles du Purda régissaient l'existence des princesses. Je viens d'une autre région. Nous vivions au Cachemire avant la partition de l'Inde et la création de l'État du Pakistan en 1947. Cela a généré de grands changements dans notre mode de vie. Nous n'avions pas notre propre école. Je suis donc allée à l'école mixte. Quand je suis arrivée ici, j'ai dû m'adapter aux traditions et coutumes qui sont très importantes. Dit comme cela semble très orthodoxe. Mais en fait, je viens d'une famille très orthodoxe aussi. Pourtant, à cause de la séparation de l'Inde et du Pakistan, les choses nous ont affectés très différemment. Le Purda avait totalement disparu, alors qu'ici, il existait encore et il y avait des restrictions. Au début, je devais respecter certaines contraintes. Mais ma belle-mère, qui était très pragmatique et ouverte, m'a rendu la vie plus facile, bien qu'elle-même ait respecté le Purda et ses règles jusqu'à la fin de sa vie. Je dirais qu'initialement, dans l'histoire de l'Inde, il n'y avait pas de Purda. Les femmes hindoues étaient aussi importantes que les hommes. Un homme ne prenait pas part à une cérémonie sans sa femme.
Ce n'est pas du tout comme ça dans le monde musulman. C'est seulement après l'invasion, quand les musulmans sont venus chez nous, qu'ils ont kidnappé les femmes. C'est à ce moment-là qu'elles ont été enfermées et qu'on a créé le système du purda. C'était uniquement pour les classes les plus élevées que les musulmans capturaient ces femmes-là. C'est comme ça qu'est né le purda. Il était extrêmement strict au Rajasthan, très strict. Du temps de ma belle-mère, la seule restriction était que les femmes ne pouvaient pas sortir. Quand cela arrivait, elles étaient en voiture, dissimulées derrière des rideaux. Il y avait beaucoup de contraintes comme celle-là. Sinon, elles ne faisaient pas certaines choses, comme les courses. En ce temps-là, les commerçants venaient à elles, au palais. Ils leur apportaient tout ce dont elles avaient besoin. Elles ne manquaient de rien. Elles achetaient tout ce qu'elles voulaient. Ce n'était pas la même chose pour les femmes qui étaient confinées dans le fort. Là, la vie était vraiment très dure. Elles ne sortaient jamais. En fait, elles ne sortaient du fort que quand elles mouraient. Mon mari voudrait vous raconter l'histoire de sa grand-mère, dont le doigt a été tranché. Il y a plusieurs générations, les voitures n'existaient pas en Inde. Donc la Maharani avait coutume de se déplacer dans un palanquin couvert de rideaux, même pour un petit tour à proximité du fort. Un été, il faisait très chaud et le palanquin était complètement couvert. Ma grand-mère, l'une des Maharani, a commencé à se sentir mal à cause de la chaleur étouffante qui régnait à l'intérieur. Alors, elle a écarté légèrement les rideaux pour créer un courant d'air et pouvoir respirer. Elle a laissé son doigt dehors pour maintenir les rideaux entr'ouverts quelques instants. L'homme qui était en charge de l'expédition a ordonné à l'un de ses subalternes d'informer la Maharani que son doigt était visible et qu'il fallait le cacher. Je suppose qu'elle a répondu qu'elle était la Maharani et que personne n'avait à lui donner d'ordre. Elle ne l'a pas enlevé. Alors l'homme a pris son sabre et lui a coupé le doigt. La Maharani était bien sûr complètement révoltée qu'on lui ait coupé le doigt. Quand elle est revenue au palais, elle a dit au Maharaja: « Regardez ce que votre soldat a fait à mon doigt. Il l'a coupé. » Alors le Maharaja a fait appeler cet homme et lui a dit: « Tu n'as pas fait ce qu'il fallait en coupant le doigt. Tu aurais dû lui couper la tête. » Holi est la fête des couleurs et en Inde, celles-ci ont toutes traditionnellement une valeur symbolique. Par exemple, le rouge correspond à la passion. C'est donc la couleur de prédilection des mariages. Le blanc est associé au deuil et le safran au renoncement. Pour Holi, les teintes lumineuses, symboles de vie, dominent. Cette fête est un jeu qui consiste à asperger le plus possible les autres de couleurs. Dans les cours intérieures du palais, le Maharaja passait autrefois beaucoup de temps ce jour-là à jouer avec les femmes du harem. Elle-même avait exceptionnellement le droit de lui envoyer des poudres colorées au visage. Aucune n'aurait manqué cette occasion de se faire remarquer du Maharaja avec des couleurs symboles de passion amoureuse. De même, dans le temps, pour Holi, le Maharaja sortait du palais et jouait avec ses sujets. Aujourd'hui, à l'extérieur du fort, les hommes de toute caste s'aspergent joyeusement, comme autrefois,
de poudre colorée et d'eau teintée. Ils s'amusent en souvenir des facéties du dieu Krishna, représenté dans tous les temples de l'Inde sous les traits d'un enfant ou d'un pâtre joueur de flûte. Il y a de toutes les couleurs. Ce sont les couleurs de l'amour parce que sans couleur, il n'y a pas de vie. C'est la fête de l'amour. Si aujourd'hui les femmes paraissent libres et légères, il n'en a pas toujours été ainsi. Elles vivaient autrefois à l'écart de l'histoire. On destinait les princesses des grandes familles Rajput à leur mari très tôt, parfois dès l'âge de 5 ans. Elles passaient ainsi d'un pourda à un autre. Elles n'avaient qu'une vision parcellaire du monde extérieur. Elles ne pouvaient se dévoiler que face aux hommes à qui elles étaient unies par les liens du sang et du mariage. Toutes considéraient le voile comme un lien indéfectible qui les rendait solidaires. Si l'une d'elles l'ôtait, elle n'était plus protégée par les autres. Le pourda avait le pouvoir de préserver les femmes du déshonneur et de la souillure du monde dont les usages leur étaient étrangers. Autrefois, le système des purdas s'inscrivait dans les mœurs. Actuellement, il n'a plus de raison d'être. Ça n'aurait assurément pas de sens de faire revenir les femmes en arrière, derrière les murs. Aujourd'hui, ça n'aurait strictement aucun sens. J'ai envoyé ma fille dans une école mixte. Je fais en sorte qu'elle soit plus exposée parce qu'elle doit se confronter au reste du monde. Elle ne doit pas être protégée des réalités. Mais je continue à croire que certaines traditions qui n'existent plus dans notre famille devraient être maintenues. Par exemple, j'aimerais maintenir la séparation entre les femmes et les hommes dans les mariages. Je trouve aussi qu'il serait bien que les femmes restent couvertes lorsqu'elles apparaissent en public. C'est important de conserver ces traditions pour préserver notre identité, spécialement pour une famille telle que la nôtre. Sinon, nous serions comme n'importe qui d'autre. C'est important, je crois. Mais pas le purda. Le purda ne doit plus jamais exister. Les jeunes générations n'ont rien vu de tout ça. Elles ne connaissent que ce qu'elles envoient à la télévision ou au cinéma. Elles ne savent pas grand-chose. Le cinéma populaire indien puise aujourd'hui encore son inspiration dans la vie des cours royales d'autrefois. Les fastes des Maharajas, leur goût immodéré du luxe et de la volupté, sont le prétexte de ces films à succès. Dans un décorum qui rappelle la vie des palais impériaux, on met en scène des belles alanguies ou passionnées qui évoluent au fil d'intrigues tortueuses.
Jaisalmer est située dans le désert aux portes du Pakistan. Au sein de ses remparts, elle conserve des témoignages de son opulence d'antan, tels que les nombreuses havelis, ces immenses maisons construites par les riches marchands de la ville. Ils avaient acquis, grâce à leur prospérité, un pouvoir digne de celui des rois. Construites principalement entre 1800 et 1860, les havelis étaient faites de pierres du désert et de grès jaune. Les sculptures qui les ornent ont été inspirées des traditions rajpoutes et islamiques. Les bâtisses étaient conçues pour que les femmes n'accèdent au monde extérieur qu'au travers des djalis. Au début du XXe siècle, avec l'expansion des ports de Calcutta et Bombay, Jaisalmer est redevenue une ville isolée au cœur du désert. Aux abords de la ville, on découvre parfois des monuments surmontés de dômes en marbre. Ce sont les cénotaphes, des stèles édifiées à la mémoire d'hommes importants sur leur lieu de crémation. Au Rajasthan, la coutume voulait que la femme du Maharaja prenne place à ses côtés sur le bûcher et se laisse brûler vive. Aujourd'hui, les veuves se contentent de remplacer le tikal rouge, le point qu'elles portent au front et qui indique leur état d'épouse, par un tikal noir, signe de deuil. Le nord de l'Inde était à l'origine peuplé en grande partie par les nomades. Historiquement, ils constituent la population emblématique du Rajasthan. Quand les Moghols se sont rendus maîtres de cette région, ils ont essayé d'arrêter cette tradition de nomadisme, mais en vain, car elle a perduré au fil des siècles. Les incursions musulmanes ont eu des répercussions au cœur du désert. Les nomades ont adopté le purda, c'est-à-dire dans leur cas le voile. Les ethnies Bishnoi ou Rebari, qui chevauchent leurs chameaux sur les pistes du Thar, ont adopté cette coutume venue de l'islam à leur mode de vie. Paradoxalement, ils apparaissent comme les derniers héritiers des princes musulmans. Le maître d'études de Lakshmi lui a beaucoup parlé de ces princes errants dont les femmes n'apparaissent que voilées. C'est pourquoi il saisit l'opportunité qui lui est offerte de partir avec eux aux confins du désert. Cette dernière étape est certainement pour Lakshmi la plus importante, car elle lui permet de plonger au cœur de l'histoire du Rajasthan qui s'écrit encore au quotidien. L'apparition des purdas a suscité l'adhésion de certains hindous, et notamment des nomades. En effet, lorsque les incursions musulmanes se sont faites plus fréquentes et menaçantes, cette mise à couvert leur est apparue comme le moyen de préserver leurs femmes des regards et donc de la convoitise des nouveaux venus. Les recherches de Lakshmi touchent à leur fin. Pour lui, il ne fait aucun doute que le purda est un élément important de la culture du Rajasthan. En Inde, où la société est régie par un système de caste, le purda est apparu comme un signe de distinction sociale. Dans les grandes familles rajpoutes, il a très vite été considéré comme un code princier, un signe de reconnaissance. Dans le désert où il perdure, c'est un autre esprit qui domine. Ces femmes vivent complètement différemment des femmes qu'on a vues dans les palais, car elles vivent à l'extérieur et voient tout ce qui se passe. Elles sont plus indépendantes. Le système du purda chez les nomades est très ancien au Rajasthan. Cette tradition durera toujours. À
l'intérieur des palais, le déclin du Pourda est amorcé. Les derniers harems du Rajasthan apparaissent désormais comme les vestiges d'un passé dont les fastes ont ébloui l'Occident. À l'ombre des dunes, toutefois, l'imagination fertile des hommes peut percevoir le bruissement d'un voile et le cliquetis des bracelets d'une belle et tendre courtisane.